Madame la Présidente, I would never ever think one day. Pour ma part, je n'aurais jamais cru que nous nous retrouverions un jour en cette chambre, parce que nous savons que nos mères se sont prononcées contre le gouvernement, contre la loi sur les Indiens, mais également contre bon nombre d'hommes qui étaient chefs à l'époque. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il faut parler de ce chapitre de notre histoire. On goûte encore cette amertume, mais la beauté, la guérison, le pouvoir que j'ai vu aujourd'hui, cette chambre est toujours remplie par des chefs qui nous demandent d'aller encore plus loin que ce qui figure dans le S2. L'exclusion après la deuxième génération, ce sont les chefs qui nous interpellent. Pour ma part, j'essaye de rester dans un endroit où je mets de côté mes émotions. Mais le carcajou en moi veut s'assurer que j'honore ce qu'ont fait les mères qui nous ont précédés pour aller jusqu'à la Cour suprême du Canada, ce qui a ouvert d'autres portes pour d'autres femmes comme Madame Lovelace, notre sœur de cette chambre. Et qui a payé? Ce sont elles. Ça n'a pas été facile, ça a été difficile. Alors il est très important pour moi de le reconnaître, de reconnaître le fait que finalement, nous avons des femmes, des hommes, d'anciens chefs, des chefs élus, des amis. Tout ce monde dit « il faut faire évoluer ce texte de loi, il faut tirer profit du momentum qui existe ici et aujourd'hui. » Nous émanons de ce vécu, il ne faut pas l'oublier. Et comme les 5 célèbres, nous avons essayé de trouver notre place au sein du Parlement. C'est la même chose pour nous, les femmes, qui ressentent les répercussions de la loi sur les Indiens. Et c'est vrai au jour d'aujourd'hui. J'essaye de sourire, j'essaie de venir là avec dignité et de dire oui, c'est dans mon sang. En tout cas, aujourd'hui, je suis forte parce que j'estime que le rapport avec les amendements présentés par le comité devrait être adopté. Et ensuite, la 3e lecture. Voilà ce que je crois. Je n'aurais jamais cru qu'il faudrait qu'on avance des arguments pour que ça se fasse au Canada. Ce n'était pas dans mon discours, mais il fallait vraiment que je vous le dise. Lorsque le projet de loi est arrivé, nous n'avons eu que très peu de temps. En fait, nous n'avions pas le temps que nous avons aujourd'hui. Et si les amendements améliorent le texte de loi et s'il existe une volonté, moi aussi, je suis empreinte de volonté. Vous pouvez me lire, d'ailleurs, je l'ai dit en 2e lecture. Mais maintenant, nous jouissons de plus de temps. Nous avons jusqu'au mois d'avril. Quand je dis nous, je veux dire les 2 chambres. Je suis parraine du projet de loi et moi, avec le comité, nous nous sommes assurés de respecter ce laps de temps. Nous nous sommes assurés de la diversité des voix qui se sont exprimées. Nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Voici un amendement, non, nous ne sommes pas d'accord avec cet amendement. Nous avons entendu une voix et j'aimerais vous en parler plus avant. Il est important pour moi de vous rappeler de vos propos relativement au devoir de consultation. Je vais m'exprimer en français parce que le procès-verbal compte. L'obligation de consulter est l'obligation constitutionnelle. Et ici, je vais faire référence au document des lignes directrices de 2011 pour le gouvernement fédéral. Partie 2. L'obligation de consulter découle de la common law, fondée sur l'interprétation judiciaire des obligations de la couronne dans un contexte de droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels des peuples autochtones au Canada, reconnus et confirmés par l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982.
Depuis des décennies, ça c'est le paragraphe qu'on retrouve dans les lignes directrices, qui a été dans l'esprit d'un renouvellement 2022-2023 et présenté dans un rapport comme étant des lignes directrices provisoires. Alors, important de dire les vraies choses, elles n'ont pas encore été adoptées ou officiellement adoptées. Et la partie des femmes dans ce processus de consultation, c'est de s'assurer que lorsqu'on parle de traités modernes, d'autonomie gouvernementale, qu'il y a une analyse différenciée selon les sexes. On a débattu là-dessus. Et rappelons-nous que depuis des décennies, les tribunaux nous rappellent une distinction essentielle. L'article 35.1, droits existants, ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones sont reconnus et confirmés. Ce qu'on n'entend pas souvent, mais moi je veux me permettre de le partager, toujours dans la section 35, 4 cette fois-ci, l'égalité de garantie des droits pour les deux sexes. Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits ancestraux ou issus de traités visés au paragraphe 1 sont garantis également aux personnes des deux sexes. Alors ça, pour moi, c'est important parce que dans nos protocoles de nos nations, les femmes ont une place. Le colonialisme a ébranlé ça, mais on le sait qu'on a une place. Et ceci nous permet aussi de rappeler à nos consoeurs et confrères, reprenons notre place dans un contexte aussi contemporain. J'ai participé à l'ONU pour tout ce qui a été les débats des articles pour la Déclaration des Nations unies des droits des peuples autochtones. Dans une salle remplie de gens où on parlait espagnol pour essayer d'avoir une langue commune à travers tous les pays où là, un événement parallèle, onusien, on débat sur les articles de la UNDRIP, de la Déclaration. Et je demande à ma voisine, please, could you translate for me in Spanish? Est-ce que vous pourriez traduire pour moi, interpréter en espagnol? On parlait en fait des différents articles, ce que nous devrions adopter, le libellé, entre parenthèses, est-ce qu'on devrait retirer les parenthèses? Et elle m'a répondu « OK ». Donc, j'ai pris la parole devant une foule d'autochtones qui venaient de toutes les régions du monde. J'ai dit « Vous savez ce que vous faites, c'est très important. Mais moi, je veux lire, je veux entendre, je veux voir et je veux m'assurer que les femmes sont également incluses dans cette déclaration. Il faut que tout ce qui figure dans les dispositions s'applique aux femmes comme aux hommes. On m'a applaudi, je me suis dit « il y a consentement ». Et puis là, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule et qui me dit « suivez-moi » en anglais. Et à l'époque, mon anglais n'était pas très bon. J'ai donc dû argumenter avec un chef parce que quand on parle des femmes, certains estiment que ça va diluer la déclaration. C'était à l'époque, il y a bien longtemps. Mais aujourd'hui, ces mots figurent dans la déclaration. Alors moi, je suis confiante. Je pense vraiment que si nous procédons à un examen en bonne et due forme avec les Premières Nations du Canada, nous allons pouvoir garder à l'esprit bon nombre de protocoles de nos nations, de la Constitution et de la Déclaration onusienne. Super puissant et nécessaire. Mais pour moi, pourquoi ça devient problématique dans les débats que nous avons ces derniers temps, et je veux l'aborder de façon honnête, c'est qu'on semble tenter d'élargir l'obligation de consulter dans des domaines où on n'est pas supposé, où on n'a jamais conçu pour faire ces choses-là, quand on parle de dispositions discriminatoires. Je sais, le sénateur Moreau a dit que ce n'est pas là le débat, mais c'est plutôt nation à nation. Bien, justement, pourquoi moi, je pense que c'est dangereux en ce moment-là, cette approche-là, c'est qu'on est en train de faire un instrument de blocage. En ayant ce discours-là, j'ai la responsabilité comme gouvernement de consulter, etc. Let me be clear, je l'ai entendu souvent ça. So I want to say it, me too.
There is nothing I try. Je vais moi aussi le dire. Alors, je ne suis pas avocate. Je suis une super locum, super mère, super sénatrice, je l'espère. Mais j'ai lu bon nombre de décisions émanant de la Cour suprême en anglais et en français. Et nulle part ai-je trouvé qu'il faut consulter au sujet de la discrimination. Les consultations sont nécessaires quand il s'agit d'égalité, en vertu de la charte. Et je le dirai en français pour être sûr que je suis bien citée. De mes lectures de Cour suprême exige que la consultation sur l'article 35 soit utilisée pour empêcher de retarder les réparations d'égalité garanties par la charte. Alors, c'est important lorsqu'on corrige des injustices reconnues par les tribunaux, les grands tribunaux, des injustices constitutionnellement établies, le Parlement exerce son devoir. Nous sommes le Parlement. Nous devons exercer notre devoir. Vous avez entendu les articles énumérés de la Charte par mes collègues. Elles vous ont fait part aussi, les sénateurs et sénatrices, de différentes décisions de cour. Et là, moi, je veux juste nous rappeler ici, parce que le temps est précieux, que chaque cour qu'on a entendu autour de la loi sur les Indiens qui touche les statuts, qui touche l'émancipation, qui touche la discrimination homme-femme en vertu de 6.2, 6.1, 6.2, que ce soit de façon timide ou frappante, toutes les décisions nous ont dit, comme Parlement, on peut faire plus. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire ici et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre qu'on a cette responsabilité-là. Ce qu'on essaie de faire comprendre aussi, pour aller en Cour suprême du Canada ou en Cour d'appel ou à première instance ou d'aller aux Nations unies, ce sont des coûts financiers que nous n'avons pas, comme femmes ou comme hommes. Alors ça, pour moi, je trouve ça difficile qu'on doit débattre là-dessus alors qu'on a ce pouvoir-là de faire en sorte qu'enfin, nos mères et nos fils vont pouvoir se dire « Ah, je suis reconnu ». Il y a deux volets parallèles en ce moment. Et je veux terminer sur quelque chose qui est pour moi un non-sens. Un non-sens. Vous allez me dire légalement, c'est faisable. Mais émotionnellement ou politiquement, ouch! Comment ça se fait qu'on doit faire ça comme parlementaire? Ça me paraît simple pour moi. Ça me paraît simple qu'on propose quelque chose de cohérent puis de fidèle aux enseignements des tribunaux. Parce que c'est une obligation constitutionnelle, parce que les tribunaux, depuis McIver, Deschêneaux, nous ont offert des opportunités ou encouragé à faire plus, et que ce n'est pas un choix politique, c'est une question d'égalité fondamentale. Et pour moi, d'être dans cette chambre-là, puis d'imposer une consultation complexe sur chaque réforme, c'est comme si on venait de donner un petit droit de veto implicite. Ce que la Cour suprême a refusé dans le cas décision Haida contre le Canada. Il ne faut pas mélanger les deux choses. Il faut encourager l'autre processus qui est, pour moi, de nation à nation, ce n'est pas à partir d'une loi sur les Indiens. La loi sur les Indiens s'appelait l'Acte pour l'émancipation graduelle des sauvages. C'est une politique d'assimilation. Pour moi, ça, c'est pas d'autonomie gouvernementale. Pour moi, ça, c'est pas un droit issu de traité. Pour moi, ça, c'est pas un droit autochtone. C'est une politique pour plus que j'existe. That's it. Une politique pour plus que j'existe. Et par plusieurs façons, on va gagner avec ces 31 une partie de la bataille, mais on va rajouter une nouvelle forme qui va contrôler qui est indien, qui ne l'est pas. On est Innu, on est Anishinaabe, on est Mohawk, on n'est pas 6-1, 6-2, mais la loi, c'est elle qui détermine. Puis ça a un impact majeur. Dans cette chambre, imaginez comment on doit vivre cette chose, ce sentiment ou cette réaction when C3 was debated. Lorsqu'on a débattu du C3 ici, en cette salle, en comité également. La Cour a dit il y a discrimination et par conséquent on doit apporter des modifications à la loi sur la citoyenneté. À mon avis,
nous étions toujours les bienvenus. Québec, c'est un mot innu. Ça veut dire débarquer de votre embarcation. Donc, je peux vous dire que c'était assez génial. Mais ici, au Sénat, lorsque j'ai pris connaissance du C3, le C71... Loué est écoulé. Vous demandez pour 2 minutes. Est-ce que le consentement est accordé? Sénatrice Odette. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. Donc, le parallèle pour moi, c'était qu'on va accueillir 2 générations supplémentaires nées à l'extérieur du Canada pour que ces personnes puissent devenir des citoyens canadiens. Et la règle visait un par an. Et moi, si j'ai un enfant, mais j'en ai 5, mais moi, je dois prouver qui est le père. Et par conséquent, la règle vise les 2 parents. Pourquoi? On accueille ceux qui sont nés à l'étranger et on leur donne un droit. Et la ministre, sa nation, l'accord de James Bay, depuis la concrétisation de ce traité, est assorti de la règle qui vise un parent. Alors, je sais que ça fonctionne pour certains. Nous accueillons des gens qui viennent de l'étranger parce qu'ils ou elles ont un grand-parent canadien, mais nous, on ne peut pas. Pensez-y.